Salam alaikum. Correction de l'exercice 8. TD2, on considère phi une application de R4 vers R3 donnée par l'image de la base canonique E1, E2, E3, E4 en fonction de F1, F2, F3, voilà, avec F1, F2, F3 et la base canonique de R3. La première question, on va donner une base de ligne de phi. Est-ce que l'application phi est-elle surjective? Comme E1 jusqu'à E4 est la base canonique de R4 et phi linéaire, alors on a phi E1 jusqu'à phi E4 et famille génératrice de I de phi qui est inclus dans R3. Car quel que soit x appartient à le vecteur x, y, z, t, on a x et s'écrit en combinaison linéaire de E1 jusqu'à E4. Alors, le phi de x égale à quoi? Quand phi est linéaire, on peut faire sortir les constantes, les scalaires, voilà. Par suite, elle est liée car il contient plus de 3 vecteurs. On travaille dans R3. Montrons que la famille phi de 1 jusqu'à phi E3 est libre. Donc on va calculer le déterminant est égal à moins 4. Voilà. Donc c'est une base de im de phi. Donc dim de phi de 3 donc, est égal à dimension de 3. Donc im de phi égale à R3. Car im est un sous-espace vectoriel de R3. Déterminer la dimension de quart de phi. L'application phi était injective. Donc on a trouvé que phi est linéaire. D'après le théorème de Rond, on a diminué I de phi égale à 3. Donc on constate que phi est surjective. Par suite, on conclut que le quart de phi est une droite vectorielle. Donc le quart de phi différent de 0. Par suite, phi est non injectif. Déterminer le quart de phi. On va prendre un élément du quart. Donc son image égale à 0. Donc on a le phi de x, y, z est égal à la matrice de 1 fois le transposé de ce vecteur-là, égal à 0, 0. On obtient le système suivant, d'où, après calcul, donc on va calculer le x, y, z en fonction de z. Donc, le quart de phi est une droite vectorielle dirigée par ce vecteur-là. On passe à l'exercice 11. Donner la matrice donc, dans la base canonique chaque fois des applications linéaires suivantes ainsi que leur noyau. Voilà les applications linéaires. Donc on commence par la première. Donc on a U défini de R3 vers R2 par l'expression analytique de U de XY. Donc on tire la matrice d'après X plus Y. Donc il n'y a pas ici de Z, donc c'est X plus Y plus 0Z, donc 1, 1, 0. La deuxième composante, c'est moins 2X plus Y moins Z, donc c'est moins 2, 1 et 1. Voilà la matrice de U. On va déterminer le quart de U. Donc, on prend un vecteur appartenant à un quart de U, c'est-à-dire que son image égale à 0. Donc, on obtient ce système-là, et on va calculer Y et Z en fonction de X. Donc, le quart de U est engendré par un seul vecteur, moins 3, moins 1, 1. Comme U est linéaire, donc d'après le théorème de Rond, on a donc U est un plan vectoriel engendré par U1, U2. D'accord?
soit la deuxième application linéaire, de R3 vers R3, au triplet x, y, z, on correspond de même. On donne ici l'écriture, la représentation, ou bien l'analytique, l'expression analytique de U. Voilà. Donc on peut tirer la matrice de U, la voilà. D'après x plus y, donc c'est 1 plus 1, 0. Et x plus z, donc il n'y a pas de y, donc on a un 0. Il n'y a pas ici un x, donc c'est 0, 1, 1. D'où la matrice de U. Le cœur de U, donc c'est la même chose. Donc on va prendre un vecteur qui appartient à un cœur de U, dont son image égale à 0. Puis on va déduire que x égale à y égale à z égale à 0. Donc cœur de U égale à 0. Donc U est injective parce que la dimension est finie, donc U est bijective. Donc le U de U égale à R3. D'accord? Soit une base B de M2 de R, voilà la base canonique. Pour déterminer la matrice de U dans la base canonique, il suffit de calculer les images de ces vecteurs de la base de U. Voilà. Donc on a M égale A, B, C, D. Donc on a l'image de M, c'est AM moins MA. On va calculer cette quantité-là. Donc après calcul, on trouve que c'est moins B, moins 2B, A plus de C moins D, B. Donc, on va essayer de calculer l'image de la base. Voilà. Voilà E1 jusqu'à E4 la base. Image, donc en calculant les images de vecteurs de la base, c'est-à-dire en remplaçant A égale à 1 et B égale à C égale à D égale à 0, on obtient de la même façon, on obtient U1, U2, de même U de E2, E2, U, E3, etc. Et on obtient la matrice de, en remplaçant, la première fois, on remplace A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, on obtient l'image de E1, et pour E2, l'image de E2, il faut remplacer le B égale à 1 et les autres sont nuls. L'autre, pour E3, on prend C égale à 1 et les autres sont nuls. Et pour le E4, il prend D égale à 0, D égale à 1 et les autres égale à 0. On obtient cette matrice-là. On va calculer le cœur de cette transformation. Donc, on prend un vecteur A, B, C, D appartient à un cœur, c'est-à-dire son image égale à 0. On obtient ce système-là, c'est-à-dire que B égale à 0, D égale à A plus de C. Donc, en remplaçant le D ici et le B égale à 0, on obtient un plan vectoriel. Voilà la base. Déterminons l'ime de U. Comme U est linéaire et dimension du cœur de U égale à 2, alors im de E est un plan vectoriel engendré par deux vecteurs parmi les quatre images de la base B. Il suffit qu'il soit libre. Donc on remarque que les deux vecteurs U1 et U2 3 sont liés. Par suite, la base est U de U1 et on a U de E2. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la base. Passons à l'exercice 12. Soit E un espace vectoriel, U un endomorphisme. On suppose que le carré de U égale à 0. Montrer que im de U est inclus dans cœur de U et que l'identité de E plus U est un automorphisme. Donc on va prendre un Y appartient à im de U
Et on va montrer que y appartient à cœur de u. Montrons que y appartient à cœur de u. Ici, y, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a u et y appartient à m de u, c'est-à-dire qu'il existe un x appartient à e, tel que y, c'est l'image de x par u. En composant par u, donc u de x égale à 0, donc d'après ça, c'est-à-dire que u de y égale à 0. D'accord? On va composer par, ici par u, donc u au carré de x égale à u de y. Or, on sait u carré égale à 0, c'est-à-dire que u de y égale à 0. Donc y appartient à cœur de u. Montrons que l'identité de e plus u est un automorphisme. En effet, on a le u et l'identité de e sont des endomorphismes. Par suite, on a la somme et aussi appartient et linéaire. Reste à montrer que u est bijective. Donc on a u l'identité e au carré moins u au carré égale à id de e. Voilà, parce que u au carré c'est 0. Donc c'est une identité. Ici, on va, donc c'est u identité de e moins u plus identité de e plus u est égal à l'identité. Donc on a bien la définition de bijection. Donc u de e est bijective et et on a la réciproque de u de e plus u, c'est d de u moins u. Dans le cas général, montrons que l'intersection égale à 0, c'est-à-dire équivalent à dire que kerr de u au carré égale à kerr de u. Donc l'application directe, on a kerr de u est inclus dans kerr au carré. Reste à montrer que kerr de u au carré est inclus dans kerr de u. Prenons un x appartient à kerr de u au carré, c'est-à-dire que u de x au carré égale à 0. Par suite, on a u de x égale à 0. Donc, on a u de x appartient à kerr de u. Or, u de x appartient à im de u. D'accord? Par suite, on a u de x appartient à l'intersection, qui est réduit à 0. D'où on a u de x égale à 0. Donc, x appartient à kerr de u. D'où l'égalité. D'accord? La réciproque, montrons que l'intersection de kerr de u égale à 0, soit un vecteur appartient à l'intersection, donc il existe un x appartient à e tel que u de x égale à y, en composant par y, par u, donc u au carré de x égale à y, c'est-à-dire que u au carré de x égale à 0, donc u de y égale à 0. Par suite, u de x égale à 0. Donc, on a u de x appartient à kerr de u au carré, qui est égal à kerr de u. Par suite, on a u de x égale à 0. Donc, u de y égale à 0. Donc, il appartient, on a u de u inter kerr de u égale à 0. Exercice 13. On considère C comme un R espace vectoriel et on définit l'application f de C vers C par f de z égale à z plus az bar, où a est un nombre complexe fixé. Montrer que f est linéaire, déterminer son noyau et donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que f soit bijective. En effet, déterminons le kerr de f. Donc on va prendre un élément z appartient à kerr de f, c'est-à-dire que son image égale à 0. Donc on obtient un système x multiplié par 1 plus a égale 0 et y 1 moins a égale 0. Donc on va discuter suivant la valeur de a. Donc si a égale à 1, alors kerr de f égale i de r. Si a égale à moins 1, alors kerr de f égale à r. Si le module de a est différent de 1, alors le kerr de f est égal à 0. Une condition nécessaire et suffisante pour que a soit bijective, il faut que le module de a est différent de 1.